Moi, j'aime pas ceux qui se vautrent dans la décadence. Les hommes dont les ruines stimulent l'envie masturbatoire. Parce que le problème de Houellebecq, c'est qu'il se finit au Coran comme on se finit à l'alcool. Passons maintenant à la partie géopolitique avec une question qui a été pas mal abordée par nos lecteurs. Je pense notamment à Amélie de Rubempré et Camille Berman. Le parti de gauche radical grec Syriza vient d'accéder au gouvernement, comme vous le savez. Et on parle d'une alliance avec les souverainistes. On constate aussi une ligne diplomatique très russophile. Lors de notre précédent entretien, vous nous aviez dit que Syriza devrait inévitablement passer par certaines concessions une fois au pouvoir. Et pour autant, au vu des débuts de M. Tsipras, est-ce qu'il ne faut pas lui laisser une chance selon vous? Alors, moi, pour clarifier ma pensée là-dessus, moi, si vous voulez, ce que j'ai signalé, c'est des faits que M. Tsipras est allé se faire adouber. Ensuite, est-ce que se faire adouber était une stratégie ou était son être profond? Ça, on va le voir à l'usage. Je vais vous dire pourquoi. Il est entouré certainement d'un des meilleurs économistes grecs, qui est donc son ministre des Finances, qui est un économiste hétérodoxe particulièrement brillant, qui a été remarqué comme par la plupart des profs, des intellectuels hétérodoxes de l'économie. Hein, donc si vous voulez, c'est un peu son champion. Ensuite, son vice-premier ministre est un homme de la gauche de la social-démocratie. Il peut... est-ce que l'un ne va pas neutraliser l'autre? Ça, c'est une possibilité. Ensuite, il a fait savoir au gouvernement allemand que c'est vrai, les néo-nazis d'Ukraine, il ne voulait pas leur parler. M. Tsipras l'a fait. C'est extrêmement courageux. Ensuite, Tsipras a raison dans l'affrontement qu'il se prépare avec l'Allemagne. Parce que Tsipras met à jour... Je vous l'ai dit, la Grèce, c'est pas le montant qui compte. C'est le dilemme. Est-ce que l'Allemagne veut l'union de transfert? Donc, c'est-à-dire compenser le mal qu'elle a fait par son hinterland. Là, je vous renvoie à Norman Palma qui a beaucoup travaillé là-dessus. C'est-à-dire en prenant les pays de l'Est pour casser les coups. Et donc que l'Allemagne va devoir compenser le mal qu'elle a fait à d'autres pays, la Grèce, l'Italie, l'Espagne. Premièrement, elle n'en a pas la volonté. Deuxièmement, elle n'en a pas les moyens. Or, soit l'union est une union de transfert, soit le principe de solidarité communautaire, c'est du flanc. Donc l'union, c'est du flanc, et donc chacun pour sa gueule. A priori, et ça, c'est le... Et donc, sortie de l'euro, le Deutschmark est ressuscité, il prend un montant alpeste, et l'Allemagne est cuite, dans les deux cas. C'est-à-dire, soit l'union qui est faite des clients de l'Allemagne dépérit, par exemple la France dépérit, l'Allemagne perd son meilleur client, alors que nous, notre meilleur client, c'est quoi un meilleur client sur le marché international? C'est pas celui auquel vous vendez le plus, c'est celui sur lequel vous faites le plus de marge. Tous les commerçants, ça. Or, nous, on fait notre gras sur qui, nous? Sur les États-Unis. Nous, Français. Eh ouais. Même économiquement, le couple franco-allemand, c'est du mythe, c'est du mytho. C'est toujours été du mytho. On a créé ça pour les journalistes. On s'est mis à croire à nos propres mensonges. Ça c'est vraiment la logocratie. Le libre-échange, tout ça, on s'est mis à croire à nos mensonges sur beaucoup de choses. Le couple franco-allemand en est un. Or, soit Tsipras va jusqu'au bout, et donc, pour préparer cet affrontement, il a besoin d'un grand partenaire, au sens du spin partner de la boxe. Donc il a besoin de Poutine. Or, pourquoi? Parce que premièrement, Poutine, par ses fonds souverains, est prêt à soutenir. Deuxièmement, c'est quoi la constante de la géopolitique russe? Depuis le 19e siècle au moins. L'accès aux mers chaudes. Les Russes auraient une place de choix en Méditerranée avec la Grèce. Donc pour la Russie, puis c'est tout bénef ensuite,
il faut comprendre une chose, la Russie ne veut pas de la fin de l'euro. Parce que je crois que les Russes n'ont pas encore totalement compris à quoi servait l'euro. Eux, ils pensent que l'euro pourra encore servir dans une optique anti-dollar. Ce qui est une erreur d'analyse, à mon avis, lourde, mais je pense que Vladimir Poutine est en train de revenir dessus. Parce qu'il est en train de revenir de beaucoup de choses, de son idylle avec l'Allemagne, de beaucoup de choses. Il est en train de revenir d'énormément de choses, et donc, aujourd'hui, les Russes sont beaucoup moins inquiets pour une dissolution de la zone euro. Ils l'étaient encore énormément, ça je peux le dire, pour l'avoir constaté de visu il y a encore 2 ans. Donc, si vous voulez, le grand problème qui se pose, c'est que Tsipras, en effet, a commencé comme ça. Il a commencé aussi par d'autres choses. Il a commencé par certaines mesures de son plan anti-austérité. Par exemple, il a liquidé ce qui était demandé par la Troïka pour vous faire voir jusqu'où on est allé. De la liquidation d'un tiers, alors que un tiers des Grecs n'a plus de couverture sociale. On a fait une taxe sur les ordonnances, à la demande de la Troïka et donc de Berlin. Parce que la Troïka, c'est Berlin, ça va, on a compris. Et là, vous voyez ce que c'est de faire ça à une population dont un tiers n'a plus d'assurance sociale? Il faut qu'on revienne sur quelques chiffres de la Grèce. 30% des entreprises ont fermé les plans d'austérité. Il y a... la mortalité enfantine a augmenté de près de 42,8%. D'accord? Là, on est au niveau du crime. Là, c'est du crime, ça. Ça, c'est des actes de guerre, ça. La guerre économique tue. La seule chose, c'est qu'elle ne détruit pas matériellement. Donc, il n'y a pas de reconstruction. Donc, c'est pire que la guerre. Parce qu'on tue des hommes, mais on laisse des immeubles vides et des machines vides. D'accord? Donc, si vous voulez, je pense aussi que Tsipras, en arrivant au pouvoir, s'est rendu compte. Parce que quand on est dans l'opposition, on se dit ça va être terrible. Quand on arrive au pouvoir, généralement, c'est pire. D'ailleurs, c'est très très formateur pour nous, Français, dans quelques années. Car quand on fera l'audit de la France, on va en découvrir des choses. Je pense que Tsipras est en train de découvrir des choses. Ensuite, n'oublions pas qu'il est dans une coalition. Syriza, c'est déjà une coalition de partis de gauche. N'oubliez pas. Donc, entre la social-démocratie et des hétérodoxes purs, d'un certain côté, son ministre, c'est un petit peu c'est un Sapir ou c'est un Lordon, d'un certain côté. Est-ce que ça va tout le temps se supporter? Pas dit. Ensuite, son parti pris pro-russe est très courageux, mais est partagé par une part de la gauche européenne. Le gaucho-poutinisme, ça existe, hein, moi je l'ai constaté. Pourquoi? Parce que Poutine, c'est le volontarisme politique. Alors ensuite, si pour vous, la définition de gauche, c'est le droit des minorités et le droit de l'homisme intégral, oui d'accord, Poutine vous le vomissez. Mais si pour vous c'est le fait que la volonté politique puisse s'imposer à des périodes de crise, bah évidemment vous trouvez le personnage un peu impressionnant. Parce que le personnage est impressionnant. C'est l'occasion peut-être de faire un parallèle entre l'extrême gauche française et occidentale et par exemple la gauche grecque ou l'antifascisme ukrainien. Alors, le problème c'est que premièrement, ces deux-là sont premièrement en position. Ils sont face à des crises profondes et face à la crise, vous réfléchissez ou vous mourrez. Deuxièmement, l'antifascisme n'est pas... Chez les Grecs, ce qui compte, c'est d'éviter que l'arbitre d'une société civile, parfois incapable de s'entendre, se réveille. Et cet arbitre, c'est l'armée. D'où les colonels. Vous comprenez ce que je veux dire? Pour les Grecs, c'est important que cet arbitre-là, qui généralement d'ailleurs gère des conflits de classe, ne se réveille pas. Ensuite, aujourd'hui, l'armée grecque n'en a objectivement pas envie. Mais c'est toujours une angoisse, mais qui est une angoisse tout à fait comparable aux Portugais. Hein. Les Portugais, faut pas oublier qu'ils votent à gauche au Portugal, mais ce qui est pour eux la gauche portugaise, c'est pas d'un droit de l'homisme échevelé. Hein.
Pourquoi? Parce qu'elle est adaptée à sa population. Alors que la gauche, l'extrême gauche française, elle est extrême. Elle est extrême dans sa bêtise. C'est pour ça que je qualifierais Tsipras pas d'extrême gauche, mais de gauche radicale. La radicalité, c'est de prendre des problèmes à sa tête. L'extrémiste, c'est généralement un fait adolescent et boutonneux qui fait que vous faites une montée aux extrêmes qui généralement n'est uniquement verbale, parce que pour vous, c'est l'équivalent, si vous voulez, d'une sorte de rite initiatique et si vous voulez, et de compensation sur votre propre impuissance dans votre propre vie. Donc vous compensez verbalement. Ce qui au passage, ça c'est le caractéristique de l'extrémiste, pas du radical. Le radical est quelqu'un qui se maîtrise politiquement. Or, en France, il existe une gauche radicale et une extrême gauche. Cette extrême gauche hors sol est entièrement dans les rangs du Parti Socialiste. Elle est tenue, c'est les antifas, antifa, ce qui veut rien dire déjà. Antifa. C'est-à-dire quoi? Vous avez ces superbes manifs avec des fautes d'orthographe dans les banderoles, où on combat le fascisme et la dyslexie, de toute évidence. Mais ce sont avant tout des jeunes manipulables qui sont dans les réseaux, qui étaient les réseaux de Julien Drey, pour être très clair. Ensuite, en France, il y a une gauche radicale, qui est des gens absolument admirables, comme Lordon, même quelqu'un qui est antinational à mort, comme Cédric Durand, qui vient de faire un très bel ouvrage au Capital fictif, et des tas de gens qui sont d'extrême gauche, qui font des AMAP, qui font des trucs d'occupation de sol, qui refont de l'attraction animale, qui refont du bio, d'une certaine façon, et qui, eux, vivent leurs idées et sont éminemment respectables. Eux sont comparables d'un certain côté, eux ont renoncé par contre à l'action politique. Mais pas d'un côté la gauche radicale à la Lordon, qu'elle est tout à fait comparable à Syriza. Par contre, ce qu'il n'y a pas en France, il y a une droite dite extrême, mais il n'y a pas de droite radicale. Parce que l'extrême droite ne pense pas en France. Elle est une sorte de vivier d'imbéciles et d'alcooliques qui sont utilisables par n'importe quel gouvernement de droite, par n'importe quel lobby ou par n'importe quel pays étranger. C'est-à-dire, grosso modo, par exemple, je vais vous donner un exemple très simple, vu qu'on va passer à mon avis bientôt sur le cas ukrainien, vous avez des gens bien cons, parmi des animateurs d'extrême droite qui ont envoyé certains de leurs potes combattre au nom des valeurs de la droite dite de la droite extrême la plus con du monde, combattre du côté des Nasbrock ukrainiens. Bah, je le dis sincèrement, qu'ils y aillent et qu'ils y meurent. Alors après, vous avez des gens plus intelligents, mais dont néanmoins je me méfie, pas de leur personne, ni de leurs sentiments, mais de leur cause, parce que moi je suis contre le principe des brigades internationales. On ne se mêle pas de conflits étrangers. Mais d'un côté, ils ont raison d'y aller sur ce point-là ukrainien, pas parce que c'est l'Ukraine, mais parce que les autres ont commencé en face. Donc on va pas non plus laisser la nouvelle Russie être écrasée. Donc la seule chose, c'est que si des crétins d'extrême droite particulièrement n'étaient pas allés combattre aux côtés de leurs copains à poil rare, et à poil ras d'ailleurs, il n'aurait pas fallu que les nôtres y aillent. Bon. Voilà, c'est si vous voulez, j'ai beaucoup plus confiance dans l'extrême gauche radicale française, et dans l'extrême gauche grecque, ou même dans Podemos, que dans la plupart des partis dits patriotes ou identitaires européens. Voilà. J'ai plus confiance dans ces gens-là. Ensuite, je n'attaque personne. Il y a des gens qui font très bien leur boulot. Qui font très bien leur boulot dans d'autres pays. Mais je vois pas pourquoi... moi, je ne serai jamais l'ennemi des Grecs indépendants. Je ne suis pas l'ennemi de Syriza. Je dis juste que, voilà. Est-ce qu'il l'a fait par stratégie, ou est-ce qu'on apprendra ça plus tard? Maintenant, les premiers actes qu'il a fait méritent au moins que, en tout cas moi, à titre personnel, ce que je vais faire, qu'on suspende notre jugement quelques mois, peut-être 1 mois, 2 mois, sauf événement majeur, pour lui donner sa chance. De toute façon, il ne pourra pas échapper au fait que l'euro est aujourd'hui un danger pour son peuple. Après, c'est à lui d'être à la hauteur de l'histoire, mais voilà,
Moi j'ai dit que c'est un homme qui avait des casseroles, c'est vrai. Mais un homme qui a des casseroles n'est pas nécessairement un homme inutile politiquement. Alors pour l'instant, il a mis en accord ses actes avec ses idées, dont actes. En espérant pour lui, un, que ça continue, et deux, parce qu'il faut le reconnaître, il a une pression énorme. Et pour ça, il faut ne pas le critiquer pendant un certain temps, voire aider à tout ce que des patriotes grecs pourraient nous demander. Sans aucun mal. Parce que celui qui a fait voir son véritable visage pendant ce temps-là, c'est l'autre, là, le tenancier de blanchisserie, Monsieur Juncker. Monsieur Juncker, l'homme qui vous repasse vos costards et qui vous fait les poches en même temps. Mais un de mes amis économistes belges m'avait dit un maître du monde luxembourgeois, c'est d'une petitesse, c'est vrai. Il a dit, il n'y a pas de droit démocratique contre les traités européens. Merci camarade, au moins c'est dit. Voilà. L'Europe, c'est la paix, la démocratie. Voilà. Voilà ce que Tsipras a en face de lui. Donc, pour un certain temps, même s'il vient à faire des erreurs, il est sous le feu, lui. Et pour nous, ça va être très formateur, parce que sous le feu, nous y serons aussi. Parce qu'à travers la voix de Juncker, c'est Berlin qui parle, mais à travers Berlin, c'est Washington. Et à travers Washington, c'est aussi le capitalisme mondialisé qui a créé l'euro, ne l'oubliez jamais. Je l'ai écrit, ça. Personne ne m'a donné tort, d'ailleurs. Or, ces gens-là ne veulent pas que leur monnaie zombie, parce que c'est une monnaie zombie. Une monnaie qui, je vous le rappelle, a été définitivement actée à une réunion de l'European Roundtable. Donc du MEDEF européen. Une monnaie privée, une monnaie de piraterie. Ils veulent pas que leurs jouets meurent. Ils leur rapportent trop. Et ça, Tsipras là, en face de lui. Et pour ça, à cet instant précis du 1er février 2015, il mérite notre respect. On va peut-être rebondir sur le QE de la BCE. Que nous attendions. Alors pour une fois, moi je n'ai pas toujours été opposé, je ne suis pas opposé de principe à l'utilisation de QE. La seule chose, c'est de l'utiliser intelligemment. Par exemple, vous pouvez utiliser l'arme monétaire en cas de crise financière. Quand il y a un problème de liquidité interbancaire, les banques se font plus confiance, il faut bien que l'argent circule, sinon tout bloque. Et tout se casse la gueule d'un coup. Mais là, c'est pas ça le problème. Pas ça le problème. Le problème, c'est les inégalités de développement au sein de la zone euro. Vous pouvez injecter toute la monnaie que vous voulez. Là, vous participez à la toxicomanie de ce qu'on appelle les marchés. Alors les marchés, c'est, je vous le dis tout de suite, les marchés, c'est une cinquantaine à une centaine d'agents poissons pilotes. C'est eux les marchés. Tout le reste suit. Et parmi les 100, vous en avez 50, parmi les 50, vous en avez 10 ou 15 qui, eux, font 80% du cheptel à eux seuls. C'est ça les marchés. Donc on va participer à leur toxicomanie. C'est-à-dire qu'ils vont sourire à chaque fois qu'on va injecter de la monnaie. Donc c'est un programme de 60 milliards, dont 50 milliards d'actifs publics, 10 milliards d'actifs privés, d'achat de dette par la BCE par mois à partir de mars. Nous sommes d'accord ? Bien. Alors premièrement, je vous le dis sincèrement, ça compense, je ne dis pas que c'est lié, mais ça compense l'affaiblissement du QE américain qui reviendra de toute façon, ne vous inquiétez pas, il reviendra parce qu'il n'y a pas d'autre choix. Quand vous faites tourner la planche à billets sans création monétaire, ce qui au passage n'est pas du keynésianisme, j'en ai marre d'entendre des conneries. Keynes, il voulait de l'investissement public. Pas jeter de l'argent en hélicoptère, mais le pire, je vais vous dire une chose, c'est qu'on aurait jeté cet argent par hélicoptère. Au lieu de le jeter dans les marchés, ça aurait été plus efficace. Parce que ça aurait relancé au moins la consommation et l'investissement. D'ailleurs, certains économistes très hétérodoxes se demandent si la Banque centrale ne devrait pas envoyer directement sur les comptes des particuliers des primes. Et ça, c'est pas sorti chez jojoleclodo.com. C'est sorti, je crois, dans un dérivé économique de Foreign Affairs. Ok ?
Bon. Là, on va jeter dans les marchés en espérant... Comment je vais vous rendre ça simple? On va prendre un truc simple. Un vrai truc d'investissement keynésien à partir de la monnaie banque centrale, donc de la monnaie qui ne repose pas sur la dette, enfin, qui est la dette d'une banque centrale, mais si vous voulez, tout ça est une fiction. C'est un pouvoir de battre monnaie. C'est comme un robinet. Alors soit vous avez tout un système de tuyauterie, très joli, et qui vous emmène dans les plantations, et ça permet de faire vos serres et vos plantes. Ça, on appelait ça le circuit du trésor. Boum, ça n'existe plus. Ça veut dire spécialisation du crédit, ça veut dire contingentement, etc. Ça n'existe plus. Donc vous avez un robinet qui tourne à vide. Moralité, ceux qui ont de grosses bassines vont venir prendre un robinet. Vous avez de toutes petites bassines. Donc ça ne vous concerne pas. Ce qu'on espère, c'est que des grosses bassines des marchés vont tomber des gouttes, et que vous allez boire aux gouttes. Ce qu'on appelle la théorie du ruissellement, qui est une des théories les plus débiles, avec celle de la spécialisation internationale du travail. La théorie du ruissellement, c'est plus il y a de milliardaires, youpi, plus les milliardaires vont dépenser, et plus vous, qui n'avez pas la chance de l'être, et de toute façon, qui êtes un citoyen de seconde zone dans le capitalisme mondialisé, vu que vous n'êtes pas milliardaire, donc vous êtes de seconde zone, que ça va aider le locteux que vous êtes à bosser. C'est invérifié. Je vais vous donner un continent qui le vit en ce moment, c'est l'Afrique. L'Afrique, en termes réels, si on prend le dernier rapport UNESCO, la moitié de la population n'a toujours pas accès à l'eau. Et vous avez de plus en plus de milliardaires en Afrique. Youpi. Or, vous comprenez la bêtise de ce type de choses? Vous pouvez injecter de la monnaie tant que vous voulez. Alors déjà, sur les marchés, c'est inutile. C'est une sorte de casino qui tourne à vide et vous espérez que quand ils vont quitter le casino, qu'avec une partie de leur mise, ils vont l'injecter dans l'économie réelle. Pourquoi vous voulez que des choses qui maintenant sont gérées par des machines, je vous rappelle que les marchés, 80% en moyenne des ordres sont annulés dans la seconde, voire dans la nanoseconde, qu'on fait maintenant du trading à haute fréquence. C'est géré par des machines. Pourquoi vous voulez que ces gens-là vous aident à faire un projet politique à long terme, alors qu'ils gagnent plusieurs fois leur mise dans la journée en vendant, contre-vendant? Vous voulez que on n'est plus dans les mêmes logiques. Or, vous me direz, on pourrait créer un trésor européen et un plan européen, pourquoi pas? Ça, c'est la théorie de ceux qui veulent profiter du QE pour essayer d'en faire quelque chose. Trop tard. Et inutile. Ça ne sert à rien de faire même des plans d'investissement sur des pays dont l'identité économique profonde diverge. On ne vit pas à l'heure allemande. Au passage, je remarque que l'Allemagne, que nous avons laissé nous faire faillite, avec tout ce qu'elle nous devait de réparation de guerre, dans les années 50, rappelez-vous, elle ne laisse pas faire à la Grèce ce qu'on lui a fait à l'Allemagne. L'Allemagne a remis ses compteurs à zéro. La Grèce, ça n'a pas le droit. Donc la leçon sur le peuple responsable qu'est le peuple allemand, certains savent où ils peuvent se la mettre. Bon. Donc ce QE, il a des particularités qui ont, comme souvent et même comme toujours, été révélées par le meilleur des nôtres, Jacques Sapir. Les risques ne sont couverts qu'à 20%. Étonnant. 80% par les banques nationales. Donc ça veut dire que le pivot du QE, c'est les banques centrales nationales. Ce qui veut dire au passage que la Bundesbank est en train de réussir à bloquer l'opération, en partie. Enfin, elle n'a pas pu bloquer l'opération, mais elle en a au moins bloqué un des principes qui était la puissance de la BCE. Ce qui veut dire aussi que Draghi sait qu'à terme la zone est condamnée. Ou alors, s'il ne le sait pas, il fait bien semblant. Parce que, alors, on dirait, ça va encore avantager l'Allemagne, parce qu'en quote-part, de toute façon, peuvent émettre de la monnaie uniquement les pays qui ont plus des... qui au prorata de leur participation dans le système euro,
Et en plus, des pays qui ont des... Ça, c'est dans les statuts de la BCE, je crois. Je crois que c'est l'article 9, j'en suis pas sûr. C'est à vérifier. En tout cas, je vous renvoie chez mon ami Norman Palma, mon ami et auteur. Je suis son éditeur. Ce sont les pays qui ont des réserves de change. Donc l'Allemagne, évidemment. Mais les pays déficitaires, comme la Grèce, font quoi? Et ils s'enfoncent. Donc ce QE va aider à la concentration monétaire en Allemagne et à la rareté monétaire chez les autres. Bravo, c'est ce qui existe déjà. Donc soit on reste dans l'Europe, et là c'est simple, là au moins vous pouvez mettre l'écriteau lumineux, comme à Las Vegas, sur la porte d'entrée. Le programme des 10 ans, si l'euro reste, c'est une récession à la japonaise. Bravo. Ou alors peut-être que Draghi et son italianité a parlé à travers lui, peut-être que il sait que ça va se terminer. Et mieux vaut préparer un démontage en douceur plutôt qu'un effondrement. Ce qui est tout à fait vrai. Mais à mon avis, l'effondrement reste le scénario principal. Un mot sur l'Ukraine maintenant. Alors l'Ukraine, comme vous le savez, il y avait la trêve. On va juste rappeler pour les lecteurs qui ne seraient pas au courant la reprise de l'offensive des séparatistes dans le Donbass. Alors, il faut que vous sachiez qu'il y avait la trêve entre les deux parties. Cette trêve a servi au camp occidental à faire venir de l'artillerie pour compenser la faiblesse de ses fantassins. Et à partir du 9, donc c'est la bataille de l'aéroport, on a repris pour un déluge de feu. Pourquoi une telle violence? Pourquoi maintenant? Alors pourquoi une telle violence? Pour un fait militaire que Xavier Moreau d'ailleurs a très bien souligné, la faiblesse de l'armée ukrainienne. Les désertions et leur faiblesse tactique. Ils sont en face de pères de famille qui connaissent parfaitement leur terrain. Ils se font canarder comme des lapins. Ce que je comprends. Pourquoi? Parce qu'il y a eu aussi un grand effort des hommes du Donbass de remplacement de leur chef pour prendre des hommes du cru. Ils sont équipés, ils sont chez eux, et surtout, vraiment Xavier Moreau a fait un travail extraordinaire là-dessus. C'est vraiment à souligner. Il a dit bien, c'est l'ambiance français à Verdun. Devant nous les barbares, derrière nous nos femmes, nos enfants et nos villages. Sun Tzu l'écrit dans l'art de la guerre. Quand tu veux que tes hommes, je le dis en substance, soient les meilleurs, mets-les contre une falaise ou contre une rivière, là où ils ne peuvent pas reculer. Face à un ennemi qui a l'air invincible, où ils sont sûrs de perdre dans un combat au corps à corps, mets-les là où ils ne peuvent pas reculer. Voilà. C'est un principe de l'art de la guerre de base. Des hommes acculés sont des hommes plus dangereux que les autres. Or, ils ont réussi, par des techniques d'encerclement successifs, à réduire l'armée ukrainienne. Alors vous me direz, pourquoi aller au casse-pipe côté ukrainien? Enfin, côté... C'est une légion étrangère de l'OTAN. Hein. Enfin, même pas de l'OTAN. L'Empire germano-américain. L'OTAN finalement, n'est que l'un des masques de ça. Et pas le pire, d'ailleurs, d'un point de vue organisationnel. L'UE détruit la souveraineté de ses États. Je vous rappelle que l'OTAN est encore à l'unanimité, en termes de règles de vote. Donc l'OTAN est critiquable et doit disparaître. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est que ce n'est pas notre ennemi principal. L'UE est notre ennemi principal. Pas se tromper. Or, le gros problème, c'est que la Légion étrangère ukrainienne, pourquoi aller au casse-pipe? Pour une raison. Là encore, l'analyse de Xavier Moreau est très, très enrichissante. Ils veulent faire des actes définitifs. Comme l'ont fait les Croates ou pendant les guerres de Yougoslavie. C'est-à-dire qu'à un moment, vous tapez comme des sourds pour couvrir une épuration ethnique. Et vous multipliez des attentats dans vos zones, particulièrement ces bus qui sautent étrangement sur des mines. Il y en a beaucoup, étonnamment, dans les zones contrôlées par Kiev. Volonté de diversion. Ensuite, feu nourri d'artillerie sur les populations civiles pour les faire partir. C'est donc une épuration qui a lieu, pas sous les yeux ébahis de l'Union européenne, mais avec sa participation active cette fois-ci.
Nous sommes pires que dans les Balkans. Donc, si vous voulez, il y a particulièrement les plus durs, comme Yatsenyuk, veulent faire des actes définitifs. Ce qui, au passage, leur accorde d'autant plus la protection de l'OTAN et la protection des États européens. Pourquoi aussi maintenant? Parce que nous sommes à l'aube de renégociation du traité de non-prolifération. Or, je rappelle que l'acte premier de l'OTAN-Russie, acte premier de l'accord OTAN-Russie, c'était que l'otanisation et surtout la nucléarisation, alors ce qui dans le vocabulaire de l'OTAN implique le déploiement d'armes tactiques du Conseil de l'OTAN, enfin de pays lui appartenant. C'est-à-dire, grosso modo, sont des missiles. Voilà, des missiles américains, point. Bon. Et qui n'auraient pas lieu sur les frontières de la Russie. Les États baltes les demandent maintenant. Encore un cran. Et donc c'est une offensive coordonnée. En Ukraine sur le terrain, alors que l'hiver n'est pas fini. Et des États baltes, selon ce que je vous disais, les nouveaux capots de l'Europe de l'Est, polonais, roumains et les Baltes. Donc si vous voulez, voilà le point sur la situation en Ukraine. La fédéralisation, c'est trop tard. Maintenant, ils iront à la partition. La Russie et l'OSCE, faut enfin une organisation internationale utile, pour une fois, avait proposé la fédéralisation quand ils l'ont pouvait. On ne peut plus. C'est trop tard. Malheureusement, en tout cas, moi, ça m'apparaît beaucoup trop tard. Ensuite, rien n'est irremplaçable, rien n'est irréparable. Mais là, on doit avoir dépassé les 4500 civils au tapis. Pardonnez l'expression, mais c'est un peu d'argot et je m'en excuse. Mais ça s'oublie pas, ça. Ça s'oublie pas. Surtout que c'est une guerre maison à maison. C'est une guerre en plus qui a fait venir des pères et des mères de famille pour défendre leurs enfants. Ça s'oublie pas, ça. Et puis, Kiev est en train de construire son mur avec l'aval de l'Europe. Au moins, cette crise aura démasqué l'Europe. Mais 5000 civils l'ont payé de leur vie. Pour 5000 civils à ce jour. Et le compteur tourne. Malheureusement. Alors, on parle beaucoup de l'Ukraine, de l'État islamique, de l'attaque contre Charlie Hebdo dans l'actualité internationale, mais on parle très peu, ou en tout cas beaucoup moins de Boko Haram, qui vient pourtant tout récemment de tuer au moins 2000 personnes au Nigeria lors d'une grande offensive, et tout ça devant une armée nigériane impuissante et sous-équipée. Alors, l'organisation terroriste Boko Haram est-elle selon vous une menace oubliée? Alors déjà, on va faire un point sur pour les plus jeunes, où trouver des informations sur l'Afrique. Ça, c'est très important. Je ne vais pas vous refaire toute l'analyse qui a été faite infiniment mieux que moi, et que je ne saurais le faire, par le plus grand des nôtres sur ce dossier-là, qui est très clair, qui est Bernard Lugan. L'Afrique réelle. Abonnez-vous, franchement. Et là, vous aurez ce qu'un vrai africaniste pense de l'Afrique. Et là, vous aurez des dossiers en plus. C'est un historien qui a une approche de géographe. Donc il fait des cartes superbes. Il vient d'ailleurs de sortir, juste avant les fêtes, la guerre en Afrique en carte, je crois. Oui, quand j'aurai un tout petit peu plus de disponibilité, ça fait partie de mes listes. Par contre, le grand souci qui se pose, c'est que nous avons donc les œuvres de Bernard Lugan, nous avons également la revue politique africaine de Charles Orbig, et nous avons des interventions comme par exemple sur l'Afrique des Grands Lacs, mes amis Charles Onana ou Patrick Mbeko. Et sinon vous avez la revue Afrique-Asie pour ceux qui ont une sensibilité beaucoup plus socialisante ou tiers-mondiste. Voilà. Ça fait tout un pôle. Alors évidemment, après, vous avez les think tanks, l'IRIS, l'IFRI, etc., ce que vous voulez. Mais
voilà, si vous aimez l'Afrique, je pense que ça, c'est déjà costaud. En tout cas, moi, ce sont mes sources. Voilà. Donc, pour en revenir, Boko Haram, c'est quoi? Alors, Boko Haram, ça vient donc de book, le livre en anglais, et haram, interdit. Donc, l'interdiction de la propagande occidentale. Grosso modo, c'est propagande par le livre, enfin, parce que pour ces gens-là, et là encore, on est très loin de l'islam africain. L'islam africain, je vous l'ai dit, vous aviez des pèlerinages dans ces régions d'Afrique, dans les régions d'Afrique de l'Ouest, que vous aviez vous aviez des sépultures de marabouts. Bon. Ils ont détruit d'ailleurs. Alors, parce qu'il est vrai que pour cette tendance rigoriste et sectaire de l'islam qui est le wahhabisme, c'est l'abomination de la désolation. C'est l'idolâtrie. Donc, on est très loin de ce que disait d'ailleurs je crois que c'était un des proches d'Abdou Diouf il y a quelques années, donc ancien président du Sénégal et ancien secrétaire général de la francophonie, qui disait, vous savez, l'Afrique elle est animiste. Animiste un peu musulman, animiste un peu chrétien, mais animiste tout court. Et il disait, aujourd'hui c'est en train de changer par la radicalisation religieuse. Après, Boko Haram est une superposition religieuse d'un phénomène ethnique, opposition entre les ethnies du sud et du nord, ce qui arrive souvent en Afrique par rapport au tracé des frontières qui ont emprisonné ensemble des ethnies qui n'ont pas d'atome crochu particulier, et donc le Nigeria est un pays dont le sud, c'est-à-dire ce qui est la zone dite économiquement utile, même si le vocabulaire peut choquer, mais c'est le vocabulaire des économistes, est chrétienne, mais a toujours été dominée par l'armée, et l'armée était traditionnellement musulmane depuis quelques années. Ça s'est inversé. Et donc, cette guérilla qui est Boko Haram est utilisée par les nordistes comme point de fixation. Vous comprenez ce que je veux dire? Or, leurs actions, particulièrement de vente de jeunes femmes, ont été extraordinairement, à la fois spectaculaires dans un but de terreur et aussi utilisées, parce que là encore, ce n'est pas veiller sur la sécurité de ces pauvres jeunes filles qui méritent pour être sauvées des opérations policières et militaires, que pour se revigorer un électorat noir que Obama, en ne faisant rien, ou quasiment rien, en termes de politique économique sérieuse à l'intérieur de son pays, a laissé encore s'enfoncer dans la pauvreté, que Michelle Obama défile avec Bring Back Our Girls. Là, on est au troisième sous-sol de la pensée politique. Il faut s'en rendre compte. Médiologiquement, ça ne vaut rien. Comme disait très bien, encore une fois, Régis Debray, c'est le casse-toi pauvre con généralisé. Bon, ça ne vaut rien. Or, le grand problème, c'est qu'au-delà de Boko Haram, qui existe quand même depuis au moins 2009, ça roule qu'on en parle que maintenant, il y a donc ce problème ethnique d'un État qui est avec la Libye, les deux zones de pourrissement dans cette partie de l'Afrique qui nous posent une menace sécuritaire. Pourquoi? Alors, désolé, hein, je vais essayer d'être clair d'un point de géographie. Libye, Tchad, Nigeria, Niger, on est d'accord? Tout est autour du verrou tchadien. Or, Idriss Déby, le président Idriss Déby, a été notre ennemi, c'est un fait. Mais, premièrement, il est un chef d'État, donc il a cette dignité. Deuxièmement, il va à un moment quitter le pouvoir, et ça peut nous poser dans un des seuls vecteurs de stabilité de cette région. Pourquoi? Parce qu'à cause de Nicolas Sarkozy, nous avons détruit l'autre, qui était le colonel Kadhafi. Désolé.
D'ailleurs, on a tué un Kadhafi qui ne nous était plus hostile. C'est quand même malheureux. Mais, et si vous voulez, le gros problème, c'est que la menace de Boko Haram, c'est qu'aujourd'hui, comme le Nigeria part à volo, déjà le Nigeria, c'est horrible à dire, mais comme beaucoup de ces États, il n'existe pas. Nous refusons que l'Afrique décide d'elle-même, de ses frontières, de son mode d'organisation. Et une partie des Africains, comme le dit très bien mon ami Patrick Mbeko, le refusent avec nous. Ils préfèrent gérer dans des pensées qui ne sont pas les leurs. Pas tous. Mais quand il y a des Africains qui veulent gérer à l'africaine, là par contre, l'Occident sait les châtier. Alors à un moment, tout ça, ça devra s'arrêter. C'est à l'Afrique de gérer ces problèmes-là. À chaque fois que nous y touchons, c'est pire. La seule chose, c'est veillons à ce que le verrou tchadien ne s'effondre pas, parce que là, sinon, nous perdrons toute l'Afrique du Nord. Déjà, Boko Haram aujourd'hui n'est plus uniquement une menace pour le Nigeria. Bientôt, elle sera une menace pour le Cameroun. Et oui, on en est là maintenant. Voilà, donc si vous voulez, ce qui ne veut pas dire pas de partenariat, ni même pas d'intervention. Ça veut dire, si intervention il doit y avoir, elle doit être menée par les Africains, avec nous peut-être en appui, mais à la demande des Africains et pour le bien des populations civiles africaines. Ensuite, il ne faut pas être naïf. Nous, au Niger, nous avons intérêt à ce que cette zone reste stable. Parce qu'au Niger, nous avons des intérêts en termes d'uranium. On va être très clair. Mais le fait que nous soyons intéressés par certaines choses, et c'est notre intérêt national bien compris, n'est pas nécessairement contradictoire avec le besoin de sécurité et de jouissance des richesses de leur sol de ces populations. La seule chose, c'est que c'est à elles d'extirper ces sectes dangereuses et ces organisations terroristes, et en tout cas que nous évitions d'y toucher directement, parce que nous ne ferions que les renforcer, vu le pardonnez-moi le terme, mais le merdier que nous avons créé en Libye. Bravo! Ça, c'est l'erreur géopolitique la plus lourde que la France ait fait depuis de participer peut-être à la révolution islamique iranienne. Peut-être. Peut-être que c'est notre plus grosse erreur géopolitique. Vous pensez que c'est une erreur ou que tout était programmé, qu'il y a un intérêt bien compris derrière tout ça? Alors il y a 3 intérêts bien compris. Premièrement, la guerre de Libye n'est pas une guerre française, c'est une guerre américaine à gants français. C'est la fameuse technique du Stebiaï. Pourquoi? Parce que l'armée française est apte à faire des guerres. Les Américains le savent, c'est la seule, avec les Anglais, des armées de l'OTAN apte à faire des guerres. Voilà. Alors vous me direz, mais pourquoi abattre Kadhafi? Pour 2 raisons. Premièrement, le président Sarkozy avait un petit problème d'ardoise. Je suis un peu plus clair là-dessus ou pas? Disons que Muammar Kadhafi, qui était un homme généreux, a participé à l'élection financièrement de Nicolas Sarkozy, et c'est pas une accusation gratuite. Je rappelle qu'un ouvrage est sorti aux éditions du Seuil, totalement mainstream, accusant M. Nicolas Sarkozy qui n'a même pas fait un communiqué pour y réagir, et en tout cas ne l'a pas attaqué. Voilà. Donc, premièrement, vous avez ça. Deuxièmement, alors vous me direz, oui, mais il y avait des raisons humanitaires, il allait noyer dans le sang Benghazi, l'affreuse ordure. Premièrement, il n'a jamais été question de noyer dans le sang Benghazi. Ça, nous le savons, nous avons su cette affaire de Benghazi par un illustre inconnu qui est un représentant en chemise, Monsieur Lévy, qui est un homme multitâche. Hein. Il a fait des films qui parlent de lui, sur lui, avec des interviews de lui, et des effets spéciaux de lui aussi. Mais au moins c'est des films pas chers. Mais enfin, vu les daubes que c'est d'ailleurs, encore heureux que ce soit pas cher. Ça n'avait pas été récompensé par le festival de Cannes? Ça c'était, je crois, à l'époque de Bosnia. Ouais. Bosnia qui devrait être enseigné dans tous les commissariats pour éviter d'avoir à frapper les suspects, parce que de toute façon, il faut leur passer 2 fois ça en boucle et sautent par la fenêtre. Mais ça c'est de l'instinct de conservation. Mais le gros problème, c'est que
Il n'y a jamais été question de noyer dans le sang Benghazi. Kadhafi était fantasque. Est-ce que c'était un despote? Oui, et alors? Les Libyens avaient le niveau de vie parmi le plus haut d'Afrique du Nord. Et a priori, ils n'avaient rien contre. Et il avait maintenu cette alchimie tribale tout à fait particulière entre les hommes du désert et les hommes de la mer. Et aujourd'hui, nous avons renvoyé cette région à l'état où les géographes romains l'ont trouvée. Avec les kalachnikovs en plus. Bravo! Or, l'Union africaine avait proposé des dirigeants africains, dont Jacob Zuma, d'Afrique du Sud, avait proposé des plans pour, bon, ok, il y a un problème avec Kadhafi, on va le laisser partir au pouvoir, on va mettre son fils, Saïf, etc. Tout peut se passer. On n'est pas obligé d'en arriver là. Mais M. Sarkozy, résultat, a fait ce qu'il a fait, résultat, maintenant c'est un merdier sans nom. Toute la zone sahélienne est maintenant... toute la zone sahélienne a reçu les armes que nous avions envoyées aux djihadistes, ce qui a permis de renforcer les émirs Malboro, de faire les guerres qui sont... Ce sont nos armes qui nous tirent dessus au Mali, hein, vous êtes au courant. Or, de renforcer ces groupes. 2. Immigration clandestine. 3. Zone d'instabilité qui va enflammer l'ensemble de la région si ça continue. Parce que le problème libyen gagne sur la frontière tunisienne. Et peut déboucher jusqu'en Algérie. Bravo! Et en plus, est un problème à la frontière égyptienne du pauvre maréchal El-Sisi qui a déjà d'autres choses à foutre. Comprenez le problème? Ça, c'est de l'inconséquence politique. Alors Nicolas Sarkozy a planifié ça, il devra en répondre certainement un jour. Parce que c'est ce qui a été fait beaucoup trop grave, et si la succession d'Idriss Déby se passe mal, toute la région y passe. Pourquoi? Parce qu'à force de réduire des pôles de stabilité en nombre, à la fin, on a le bordel. Vous me direz, c'est peut-être ça qui est recherché. Mais cette théorie-là, de faire suffisamment d'instabilité pour se maintenir, est une théorie de Jean Foutre. Voilà. Et vous savez comment ça se termine en Afrique, ce genre de théorie? Ça se termine, opération Faucon Noir, Mogadiscio. Vous vous rappelez ce qui s'est passé? Quand les Américains sont partis la queue entre les jambes de Somalie? Voilà. Voilà. Et surtout, il est peut-être temps de comprendre que les populations africaines n'entendent pas vivre sur le terrain de jeu des armées occidentales et de l'influence asiatique. En Afrique, il y a aussi des Africains. Il est peut-être temps de s'en rappeler. Pour terminer, on va passer à une partie réplique. Je crois que vous vouliez répondre à certaines critiques reçues lors de notre dernier grand entretien. Donc, je vous laisse. Non, parce qu'il y a une part de critique qui est... Il y a des critiques qu'on pourrait discuter, après il y a celles qui sont malhonnêtes. J'aime moyennement les gens malhonnêtes, pour différentes raisons. Premièrement, parce que, et ça c'est un truc qui me débecte sur internet, c'est l'anonymat. Parce que ça fait vraiment les mecs qui écrivent à la commande en tour. Ils sont tellement énervés qu'ils aient oublié de signer. Alors, moi il y a 4 choses qui m'avaient beaucoup... Premièrement, me dit que je suis contre la remigration parce que mon épouse est asiatique. Alors premièrement, la remigration c'est pour toutes les communautés, pour les asiatiques compris. La seule chose c'est que moi je ne veux pas, c'est que moi ce que j'essaie de dire à ces gens-là qui a priori n'ont pas compris, mais c'est normal parce que parfois il y a des gens dont le QI n'excède pas la température anale, et c'est comme ça. Mais que si on voit l'immigration comme un bloc, et si tout le monde dans l'immigration pose problème, alors on ne trouve pas la solution. C'est tout. Or, il y a en effet des communautés qui s'assimilent mieux que d'autres, navré de le dire. Navré. Et les Asiatiques en font partie. Je vais vous donner un exemple très simple, parce qu'il va se passer en France, si ça continue, la même chose qui se passe aux États-Unis. Qui s'assimilent ou qui se communautarisent sans douleur? Le problème, c'est qu'il y a les deux. Je vous ai expliqué pourquoi. Parce que c'est des communautés qui se coupent entre ceux qui sont là pour s'assimiler, donc pour rester, et ceux qui se communautarisent pour une raison qui est toute bête. Ils ont des zones de communautarisation, ils arrivent, généralement ils parlent des langues qui n'ont rien à voir avec le français, alors que je rappelle que nous recevons aussi des populations de notre ancien empire colonial qui devraient parler français en théorie, et parfois de la théorie à la pratique il y a loin, nous sommes d'accord. Et comme eux, ils ne sont pas là pour parler longtemps, ils apprennent un français très basique.
Et après, tout le monde me dit, oui, c'est honteux. Oui, le problème, c'est que moi, pour ma part, j'ai essayé d'apprendre à parler khmer. Pourtant, ça fait quand même... je vais être marié depuis près de 3 ans. Hein. Ben, j'arrive pas à dire une phrase correcte. C'est extrêmement compliqué, ce type de langue. Et mon épouse, elle veut s'assimiler. Elle est aujourd'hui quasiment bilingue. Alors qu'à la base, elle parlait pas de français. Elle parlait qu'anglais. Donc, si vous voulez, il y a une partie qui se communautarise temporairement, et il y a une partie qui s'assimile. Ça va se terminer comme aux États-Unis. Aux États-Unis, l'échelle des revenus, elle est simple. Les Noirs, les Latinos, les Blancs, les Asiatiques. C'est tout bête, hein. Là, je vous renvoie à André Caspi, là. On est vraiment dans les sources ouvertes. Donc voilà, si vous voulez, c'est pas uniquement parce que... Est-ce que je les aime bien? Oui, mais j'aime bien aussi les Libanais, j'aime bien aussi les... Moi, j'ai vécu dans des tas de communautés, j'ai vécu avec des tas de gens. J'aime bien les Portugais, j'aime bien tout ça. La seule chose, c'est que je ne veux pas qu'on prenne le sujet de l'immigration, si vous voulez, et d'ailleurs, je le dis sincèrement, dans le cadre d'une politique d'immigration très restreinte, à moins de 10 000 entrées par an, il n'est pas dit qu'il faille prendre beaucoup de Chinois, beaucoup d'Asiatiques d'un point de vue général. Il faut prendre les gens qui peuvent, par leur profil, aider au rayonnement de la France, point, d'où qu'ils viennent. Moi, si vous voulez, mes affections personnelles, comme mes droits d'ailleurs, s'arrêtent à l'intérêt supérieur de l'État. C'est ce que je dis aux braves gens qui attaquent sous pseudo. Voilà. Et comme je fais des conférences tous les lundis soirs, qu'ils viennent, s'ils sont à Paris, m'en parler en face, ça me fera beaucoup rire. Et à mon avis, je vais attendre longtemps. Ça, c'est le premier point. Second point, c'était sur la cour de Karlsruhe. On me dit, oui, nous avons besoin d'une cour constitutionnelle en France qui nous protège, comme la cour de Karlsruhe protège les Allemands. Alors je vous dirais que d'autres États européens ont déjà des cours constitutionnelles et qu'ils les ont tous pliés par rapport au droit communautaire. Et que la cour allemande se permet parce qu'elle est allemande et que l'Allemagne contrôle la construction communautaire. Alors vous me direz, est-ce qu'il faut mieux passer d'un conseil constitutionnel à une cour constitutionnelle? Peut-être. Néanmoins, j'attire votre attention historiquement sur un fait. Les magistrats en France ont fait tomber une monarchie. On est bien d'accord. Affaire des parlements. Quel est le roi qui a utilisé le plus la procédure de lit de justice? Louis XV. D'accord? Et les parlements ont fait tomber la monarchie. Je rappelle que c'est le corps de la haute fonction publique qui a donné, et de très loin, le moins de résistants. Et qui a été le plus zélé vis-à-vis de l'occupant. Quasiment. Et qui est d'ailleurs, vu que je rappelle que le juge du fond de première instance est le juge de droit communautaire de droit commun. La magistrature française est très fière d'être l'agent de l'européanisation. Certaines professions du droit, parce que l'européanisation porte l'anglo-saxonisation du droit, d'où la disparition à terme des huissiers et des notaires, pour une grande profession des avocats, alors à l'américaine, eux aujourd'hui voient ce que c'est, le droit communautaire, dans son horreur. Mais par contre, le juge français est très très content de sa servilité. Alors vous pouvez donner à des profs de fac, à des doctrinaires patriotes et conscients de leur charge de gardien de la Constitution, oui, mais il en faut 9, c'est beaucoup. Je peux vous en citer quelques-uns. Il y a Olivier Gohain, Marie-Laure Pourrier, Michel Clapier. Qui d'autre? Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Moyenne d'âge, petite soixantaine. Qui d'autre? Dans des facs de droit qui, dans 20 ans, si tout continue, seront des antennes des facs d'économie. Donc voilà. Vouloir une cour constitutionnelle, oui, mais pour ça, il faut faire confiance à des professions juridiques. Ayant été dans la première fabrique de professions juridiques en France, qui est l'université Panthéon-Assas, j'ai des doutes. Ça, c'était le deuxième point. Il y en a un autre qui me dit, oui, mais si on avait traité les Arabes comme on avait traité les autres immigrés, c'est notre faute. Alors, premièrement, c'est pas vrai. Parce qu'on les a traités mieux que les autres. Je rappelle qu'un tiers des Italiens présents en France dans les années 20 sont repartis en 1930. On les a traités mieux que les autres en termes
d'accueil, de fonds déversés, et surtout, la panne sociale qui a eu lieu en France dans les années où ils sont arrivés a aussi frappé les Portugais, qui, je rappelle, sont arrivés en même temps, et sont arrivés en gros bataillon. Il y a 1 200 000 Portugais en France, au moins. Ils sont restés dans les cages d'immeubles et un peu dans le petit entrepreneuriat. Mais alors pourquoi eux ils sont pas allés dans la délinquance? Pourquoi eux ils ont pas fait ci, pas fait ça? Premièrement, il y a des facteurs culturels, comme le dit très bien Hugues Lagrange, sociologue de gauche. Et deuxièmement, parce que il y a eu une volonté d'eux qu'il n'y a pas eu dans une part de l'immigration afro-maghrébine. Il faut reconnaître les choses, je suis le premier à m'en plaindre. Hein. Mais le discours, les affreux Français qui ont encore fait ci, qui ont encore fait ça, c'est faux. Les populations les plus pauvres en France, c'est la Creuse, c'est le Cantal. D'accord? Rapport de l'inspection des affaires sociales. Ok? La pauvreté monétaire, c'est-à-dire pas de fric, c'est la campagne. D'accord? Cette jeunesse-là, qui est une jeunesse nombreuse, parce que quand j'entends, même dans nos rangs, des gens me dire c'est eux l'avenir de la France, non. L'avenir de la France, c'est sa jeunesse à elle, et cette jeunesse-là et la jeunesse immigrée se regardent en chien de faïence et un jour se sauteront à la gueule. C'est le pire des scénarios, mais c'est celui vers lequel on va. Parce que maintenant, même dans le camp national, et ça on reviendra sur le cas Houellebecq tout à la fin, par haine du prolo français aujourd'hui, on a ce réflexe cosmopolite qui s'est bien vu d'ailleurs quand on a tué des Français dans l'attentat, quand on dit oui mais nous on préfère pleurer pour des trucs qui sont à des milliers de kilomètres. La plupart des peuples pleurent d'abord les leurs, quand bien même ils les aiment pas. Donc si vous voulez, ça c'était pour laver cette accusation là, et on avait un quatrième, je sais pas, qu'est-ce que vous aviez lu vous? Sur la laïcité, il me semble. Ah, sur la laïcité. Alors, sur la laïcité, il faut bien avoir une chose à l'esprit. La laïcité, parce que je n'ai pas eu le temps de dire, et ça je m'en excuse auprès de nos auditeurs, la laïcité aussi est anti-consumériste, dans son principe. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on avait les blues. Indifférenciation sociale. Ça ne veut pas dire de créer du même, ça veut dire que face au savoir qui doit être la seule différenciation de l'élève au sein de l'école, l'élève doit être protégé des préjugés sociaux pour pouvoir se révéler et se singulariser, se distancier. Donc ce n'est pas la fabrique du même. Hein. Au contraire, c'est d'éviter la reproduction sociale. Que malheureusement les théories mal comprises par les pédagogistes de Bourdieu et utilisées par la classe dominante pour que ces rejetons continuent à dominer à l'école ont été bien utilisées. Je rappelle que là où il y a eu le plus de fils d'ouvriers en France, c'est à l'université et à l'ENA, c'est la même année, c'est 1967, avec 30% des effectifs. Aujourd'hui, on est à moins de... En tout cas pour l'ENA, on est à 0% pour les fils d'ouvriers, je crois, et 9% pour les fils de classe moyenne. Voilà. Système de reproduction strict. Donc la laïcité, c'est aussi ça, et ce n'est pas ce laïcisme débile de combat qui n'est rien de plus que le travestissement du droit de l'hommisme militant que nous propose comme logiciel Madame Vallaud-Belkacem pour l'après-attentat pour éviter d'avoir à nommer l'ennemi. Et pour éviter d'avoir à nommer les amis de l'ennemi, j'allais dire les amis de l'émir, mais vous m'auriez pardonné ce léger lapsus. Bon, bien pour finir, on va parler de Houellebecq avec une question de Yacine Guidir, qui vous demande si vous avez lu Soumission, donc le dernier roman de Michel Houellebecq, et qu'en avez-vous pensé? Alors je dois dire que je l'ai lu pour cet entretien. Alors, ça va nous permettre une petite réflexion sur le rôle de l'écrivain. Assez courte, mais ça nous permet de terminer en douceur. Premièrement, Houellebecq, en effet, est un très bon critique de nos sociétés. Ensuite, je pense que nos sociétés n'ont pas uniquement besoin d'un critique qui règne par son absence de souffle, comme a très bien dit mon ami Julien Rochdy. Et je ne vais pas entrer dans la critique littéraire pure, mais vraiment dans le rôle politique de l'écrivain. Parce qu'il y a de très bons critiques en France, comme Juan Asensio, etc. C'est leur boulot. Moi, je n'ai pas... par exemple, j'ai pas lu Plateforme, donc je pourrais pas vous dire, à l'aune de l'œuvre de Houellebecq, vu que moi j'avais lu
Je suis même pas sûr que j'avais lu les particules élémentaires, mais par contre j'avais lu Extension de domaine de la lutte. Houellebecq aime la décadence. Il s'y vautre. Il y a un côté épave d'ailleurs qui se voit chez le personnage. Alors il s'en sortait par les biotechnologies, je crois, dans ses premières œuvres. Maintenant il s'en sort par l'islam. C'est-à-dire on est tellement plus rien qu'on voit en plus un islam qui est très fantasmé, avec ce Ben Abbès, etc. Et le pauvre François, qui n'a rien plus qu'un occidental décadent. Bon, fort bien. Je dois dire une chose, que pour moi, vraiment, je n'aime pas l'inconséquence politique. Par exemple, voilà, bon, au dernier entretien, il y a quelqu'un que j'ai beaucoup visé, vous le savez. Bon, c'était Renaud Camus, que j'aimais beaucoup à titre d'écrivain, mais je pense qu'il n'y a pas une pensée politique très construite. Parce que l'euro, facteur de puissance, etc., enfin bon, faut quand même arrêter de déconner un beau matin. Mais l'exact inverse, qui est la disparition volontaire, certes par rapport à une décadence qui est un fait. Le problème, c'est que moi, j'aime pas ceux qui se vautrent dans la décadence. Les hommes dont les ruines stimulent l'envie masturbatoire. Parce que le problème de Houellebecq, c'est qu'il se finit au Coran comme on se finit à l'alcool. Alors on pourrait lui souhaiter que ça se termine vite. Or, le grand problème, c'est que, premièrement, que ce soit un scénario plausible, c'est possible. Que ce soit un livre qui mérite d'être lu, certainement. Ensuite, de quel écrivain notre époque a besoin? Chaque génération a des écrivains qui captent l'esprit du temps parce qu'ils répondent à une inquiétude de la communauté littéraire, qui d'après Malraux était de 10 000 personnes, au-dessus c'est de l'escroquerie, mais qui témoigne d'une volonté du corps social de voir verbaliser certaines choses par l'équivalent du barde, du celtique. D'accord ? Or, en 1848, après que la fièvre politique fut retombée, on a eu l'art pour l'art. L'art pour l'art, c'était d'anciens engagés politiques. Donc c'était encore une posture politique qui est celle du dégagement pour reprendre le domaine réservé, pour prendre une expression constitutionnelle française, de la littérature. Il fallait revenir aux lettres. Ça allait dans l'esprit du temps. En 14, il y avait besoin d'un professeur d'énergie, d'un Barès. Entre 40 et 45, la plupart des écrivains de la Résistance sont des poètes. Pourquoi ? Parce que le langage poétique se prête mieux, premièrement, à la clandestinité, parce que si les écrits sont trouvés, ils sont ambigus, et deuxièmement, au sanglot d'un peuple qui est la tête sous la botte, qui est un sanglot muet, mais qui doit résonner d'une manière ou d'une autre dans la nuit. Notre époque a besoin d'un professeur d'énergie. Elle n'a pas besoin ni d'inconséquents politiques, ni Houellebecq a une expression terrible pour parler de lui-même. Il parle de spectateur, il avait une expression terrible, là, comme ça, même pas de spectateur dégagé, mais de pire que ça, quasiment de passager clandestin. Notre époque n'a pas besoin de ça. Elle a besoin de grands écrivains, et Houellebecq en est un. Tant mieux. Il n'est pas le seul. Hein, il est pas le seul. Mais je pense d'un côté, par exemple, même si la figure, certains ne l'aiment pas, mais je pense par exemple à quelqu'un comme Millet. Un homme qui a des phrases de bronze, qu'on peut lui reprocher d'ailleurs, mais Millet, il s'est fait écrivain des remparts. Or, parce que l'option d'un grand écrivain aujourd'hui, ou même d'un grand penseur, je pense que c'est l'option heideggerienne du retour à l'atelier. Donc c'est l'option bonardelienne, au sens de Françoise Bonnardel, dans ce livre absolument hors du commun
et qui est, à mon avis, obligatoire dans sa lecture, même si sa lecture va vous prendre des mois, voire des années, parce que c'est un ouvrage très dur. Il s'appelle Des héritiers sans passé. Il nous faut retourner à l'atelier sur nous-mêmes. Car ce qu'on peut donner au monde de mieux, disait Claudel, c'est soi. C'est pas la disparition dans la communion de l'autre parce que on estime n'être plus rien. C'est déjà même pas en plus. C'est déjà premièrement, c'est trahir ce que nous sommes, et deuxièmement, ça apporte pas grand-chose à l'être musulman, parce que de toute façon, la renonciation à soi, c'est penser par exemple l'islam non comme quelque chose qui a enfanté des civilisations, mais c'est penser l'islam comme une apocalypse, finalement. Houellebecq, c'est-à-dire je n'ai pas la force de mettre fin à mes jours, donc je deviens musulman. D'un certain côté, c'est une immolation. Ça ne sert à rien. Objectivement, ça ne sert à rien. Résultat, l'affaire Houellebecq, contrairement à l'affaire Zemmour d'ailleurs, est une tempête dans un verre d'eau. Dans un verre d'eau, enfin dans un verre de Chardonnay de Saint-Germain-des-Prés. Mais fondamentalement, moi je vous le dis sincèrement, notre génération a besoin d'autre chose que d'un homme qui porte sur lui d'être une épave, mais d'être une épave consciente. Voilà. Donc, je dois le dire sincèrement, est-ce que c'est un grand écrivain? Certes. En tout cas, c'est un grand observateur. Est-ce que c'est un grand livre? Bon, pas à mon sens. Mais en tout cas, est-ce que c'est un grand projet? Certainement que non. Très bien, merci Pierre-Yves Rougeron, et merci à vous. On se dit au mois prochain pour un prochain entretien. Bientôt.